Euh, Excellent. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue à ce live. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'animer un live et puis à propos de la première semaine d'allaitement et ça a été vraiment un succès. J'ai eu beaucoup de courriers après, de courriels, de questions et puis d'interactions. Alors, ça m'a vraiment donné le goût d'être plus en contact avec la communauté de gens intéressés en allaitement. Donc aujourd'hui, ça me fait plaisir d'animer cette présentation à propos de l'allaitement et du retour au travail. Je vais faire ça avec quelques idées, pas idées reçues, mais courantes, disons, quelques notions assez courantes sur cette question-là. Et bien sûr, ça va rester un survol. Je vais en parler une trentaine de minutes et vous laisser l'occasion de poser des questions. Pour la fin de la présentation, je vais tenter d'y répondre brièvement. C'est certain que c'est pas en 45 minutes qu'on peut faire le tour d'une question aussi pointue. Il y a beaucoup de cas particuliers, de situations personnalisées aussi dans le retour au travail, puis dans des processus de transition. Évidemment, ça dépend de l'âge du bébé, de d'où vous en êtes, de combien de temps vous allez vous séparer de votre enfant pour aller au travail durant la journée. Alors, toutes ces questions-là vont bien sûr faire en sorte que la situation doit être réfléchie selon votre cas particulier. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent, des questions d'abord que beaucoup de femmes se posent qui sont communes et puis des réalités qui finissent par se recouper parce que évidemment on est un peu toutes dans le même bateau quand il s'agit de prendre le temps de retourner travailler. Quand même, je vais très rapidement me présenter. Moi, je m'appelle Nathalie Albertini. Probablement que celles qui sont là le savent. Je suis formatrice, intervenante en allaitement, assistante aux sages-femmes. Bien sûr, je suis une très ancienne marraine d'allaitement. J'ai aussi étudié la lactation pour devenir consultante en lactation. Et aujourd'hui, ben, j'offre des formations, du contenu pédagogique pour les soignants et pour les parents. Et j'aime énormément outiller les gens avant l'arrivée du bébé parce que c'est ça qui fait la différence pour des allaitements, disons, paisibles. Parfois, c'est le manque d'information vraiment qui perturbe la mise en route de l'allaitement. Mais c'est sûr qu'accompagner les gens aussi dans les transitions, dans les moments aussi plus ardus comme justement le retour au travail ou le sevrage, font aussi partie des plaisirs de mon travail parce que je trouve que l'accompagnement, ben, c'est le service le moins bien répandu en allaitement, malheureusement. Donc, je me fais un plaisir d'offrir tous ces services-là, puis je vais vous envoyer vers mon site internet, natalieallaitement.com, pour avoir des détails hein, sur tout ce que j'offre et puis les différents cours et contenus qui sont à votre disposition. Voilà. Donc, moi, j'ai isolé pour ce sujet, allaitement et retour au travail, 5 points à travers lesquels je voulais passer. Euh, 5 idées courantes. Hein. J'irais pas dire que ce sont des mythes parce que c'est sûr que euh, parfois les idées répandues viennent de quelque part, donc c'est sûr que ce sont pas entièrement des mythes, mais je vais essayer de, de tirer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est moins. Donc, bien sûr, si vous êtes là, je vais pas vous faire la, la promotion de l'allaitement en retournant au travail. Je pense que si la question vous intéresse, c'est que vous êtes déterminé à poursuivre vos allaitements le mieux possible. Mais voilà, on va commencer avec ça, puis je vais essayer de faire le tour. C'est toujours un exercice difficile pour moi de résumer et de limiter ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais j'en ai gardé juste 5 idées courantes. Alors, la première, la production baisse quand on reprend le travail. La deuxième, tirer du lait sur le lieu de travail est compliqué à organiser, long et difficile au quotidien. La troisième idée, plusieurs bébés refusent autre chose que le sein, tout contenant biberon sur le lieu de service de garde. Quatrièmement, on ne peut plus allaiter la nuit car on est fatigué quand on reprend le travail. Et cinquièmement, le bébé va devenir confus entre les façons de recevoir du lait de toutes ces différentes façons. Donc, l'idée selon laquelle le bébé sera plus capable de téter au sein en revenant à la maison parce qu'il aura reçu peut-être la bouteille chez la gardienne ou enfin au service de garde. Vous voyez, ce genre de choses.
Alors, on va commencer avec le premier point. La production baisse quand on reprend le travail. Donc, je vous renvoie au début de vos allaitements et même dans les cours prénataux, dans votre préparation à l'allaitement. Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'offre et la demande. Hein, on a parlé du fait que, bien sûr, l'allaitement, la mise en route de la lactation, c'est hormonal, mais l'entretien de la lactation, c'est une question d'offre et demande, donc de stimulation suffisante et régulière pour obtenir finalement un volume de lait adapté aux besoins du bébé. Alors, dans le temps, ça reste. C'est sûr qu'il y a des étapes. Si vous êtes déjà avancé dans vos allaitements, vous le savez, après la calibration, les 2 premières semaines, il y a déjà quelque chose qui se place dans la lactation, c'est différent. Passer les 2 premiers mois, parfois on va avoir justement une mise à niveau là avec une légère baisse de production et le bébé va travailler selon ses poussées de croissance des périodes plus actives pour augmenter la quantité de lait maternel. Si vous avez aussi vécu des émotions fortes, des moments difficiles, du stress, des deuils, des déménagements, des situations un peu anxiogènes, vous le savez, ça peut affecter aussi la production. Et parfois, quand le bébé fait face à ça, il va juste réagir en surstimulant la glande mammaire et en essayant à son tour d'augmenter le volume de lait disponible. Mais pour ça, il faut lui donner l'accès. Hein, c'est toujours pareil. On sait ce qui fonctionne. C'est juste qu'après, dans la vraie vie, c'est pas forcément évident de donner accès bar open au bébé autant qu'il en a besoin pour ne serait-ce que stimuler. Mais la production ne baisse pas automatiquement quand on reprend le travail. Évidemment, ça dépend. Puis ça, pour les 5 points, je vais le redire souvent, ça dépend vraiment de quel âge a votre bébé au moment où vous reprenez le travail. Mais dès que le bébé a 5-6 mois, vous avez quand même un certain nombre de tétées quotidiennes, donc par 24 heures, qui reviennent. Généralement, il y a une base. Hein, il y a au moins 4, 5, 6 tétées de base et puis 3-4 autres peut-être qui fluctuent ou qui sont plus ou moins nombreuses selon les journées, selon les stimulations, les sorties, les choses que vous faites et les impératifs de la famille. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment selon l'offre qu'il va y avoir une possibilité. Si vous travaillez dans un premier temps 2 journées par semaine ou 5 journées par semaine, si vous travaillez 4 heures par jour de séparation avec l'enfant ou 8 heures par jour selon le cas, selon l'âge du bébé, c'est sûr que ça peut limiter le nombre de fois où vous êtes disponible pour votre bébé. Par contre, c'est clair que si, justement, dans le temps de séparation, vous êtes capable justement d'extraire un peu de lait pour continuer à stimuler la glande mammaire en l'absence de votre bébé et qu'une fois que vous retrouvez votre enfant, vous donnez l'accès au bébé, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça peut prendre quelques jours pour réajuster les choses et faire en sorte que, oui, vos seins vont fabriquer peut-être un peu plus de lait le soir, la nuit, quand le bébé est près de vous puis que la succion est très efficace. Vous allez avoir de moins en moins de montées laiteuses durant la journée où les seins se remplissent beaucoup parce que justement vos seins vont s'adapter au fait que le bébé est pas avec vous la plupart du temps. Mais encore là, souvent quand on travaille 3-4 jours semaine et que les autres journées de la semaine, on est en présence de l'enfant et que l'enfant vient téter régulièrement dans la journée, ça affecte peu votre capacité à produire du lait. Maintenant, si vous êtes cette maman qui travaillait 5 jours semaine et vraiment de longues heures de la journée en étant séparée de l'enfant, oui, c'est sûr que là, ça peut affecter la stimulation qui se rend jusqu'à vos seins. Mais par contre, si justement, durant ces longues heures de travail, vous avez la possibilité d'exprimer votre lait, alors c'est sûr que ça peut faire toute la différence et permettre de garder une production adéquate. On va passer au deuxième point. Tirer du lait sur le lieu de travail, est-ce que c'est compliqué à organiser, long et difficile? Alors, à mon sens, pas tant que ça. C'est sûr que ça dépend vraiment de votre travail. C'est quoi? Si vous êtes chauffeuse de camions poids lourds sur des chantiers, peut-être que oui, ça peut représenter un défi de trouver un lieu calme et serein, 1, 2, 3 fois dans un chiffre de travail pour vous isoler et exprimer du lait. Mais ici au Québec et même dans les pays francophones d'Europe qui écoutent régulièrement mes contenus, eh bien, la loi protège
cette possibilité de pouvoir exprimer du lait sur le lieu de travail. Peut-être pas 3 fois, mais au moins une fois dans la journée. Et je vous dirais qu'une fois dans la journée, c'est déjà bien. Si vous partez vers 8 heures du matin et que vous revenez vers 15-16 heures, alors entre 11 heures et midi, là, exprimer du lait une bonne fois, ça peut vraiment suffire à maintenir. Si vous avez allaité votre bébé juste avant de partir et tout de suite en le récupérant, alors ça peut vraiment être bien. Donc, exprimer du lait sur le lieu de travail, ben, il s'agit vraiment d'avoir, c'est ça, un lieu quand même tranquille. Bien sûr, il y a certaines femmes qui vont être indifférentes au fait d'exprimer du lait devant d'autres gens ou d'être distraites par ce qu'elles font, mais c'est sûr que la plupart du temps, ça prend quand même un endroit calme où on peut être tranquille, seul, et puis à l'abri des regards et d'être dérangé. Hormis ce lieu, ben ça vous prend juste un petit peu d'équipement hein, pour démarrer tout ça, votre tire-lait. En avez-vous un depuis le début que vous allaitez votre enfant? Si c'est pas le cas, peut-être vous en procurez un. Puis si vous en procurez un dans la perspective de poursuivre votre allaitement tant que vous travaillez ou du moins jusqu'aux 2 ans de votre enfant, alors à ce moment-là, peut-être c'est le moment d'investir dans un tire-lait où vous serez capable de tirer en double pompe. Alors ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que l'expression du lait avec un tire-lait va être plus efficace quand vous tirez les 2 seins en même temps. Donc, ça peut valoir la peine d'avoir un double pompe. Il y en a qui ont quand même des prix moyens, des tire-laits électriques double pompe. Ça se fait de plus en plus à des prix quand même assez corrects. Pas la peine d'acheter la grosse Rolls-Royce comme les tire-laits qu'on trouve dans les hôpitaux, mais un modèle, là, je vous dirais, assez efficace quand même. Si vous avez une pompe manuelle qui tire un seul côté, allez pas en acheter une autre. Vous pouvez parfaitement exprimer votre lait de cette façon. Faites juste en sorte que les cônes du tire-lait soient de la bonne taille et soient confortables pour vous. Donc, essayez-le avant hein, d'aller à votre première journée de travail. Et puis, je vous invite à retourner voir des vidéos sur l'expression manuelle si vous n'avez pas eu l'occasion de l'expérimenter durant vos premiers mois d'allaitement. Alors, ça serait heureux probablement de retourner voir les techniques d'expression manuelle et puis l'expérimenter. L'expression manuelle sur certaines femmes est beaucoup plus efficace qu'un tire-lait. Alors, tenez-vous-le pour dit, il peut y avoir des cas où c'est plus intéressant pour vous d'exprimer manuellement du lait que d'utiliser une machine. Alors, en dehors de ça, ben, quand on a un lieu tranquille et un tire-lait, c'est d'avoir un sac isotherme, une boîte à lunch, comme on dit au Québec, des blocs réfrigérés, donc les petits ice packs. Si, bien sûr, sur votre lieu de travail, il y a un frigidaire disponible, à ce moment-là, je vous suggère de mettre votre sac à lunch dès le matin au frais, de façon à ce que vos blocs réfrigérants continuent à être froids. Et puis, bien sûr, des contenants qui vont avec des couvercles qui vont... je vous suggère aussi des torchons propres, des petites serviettes, peut-être des barbouillettes, ce qu'on appelle au Québec. La petite débarbouillette, donc au cas où il y a du liquide un peu sur vos mains, sur vos seins, sur votre plan de travail, et un tissu propre. Donc, une petite serviette ou une petite nappe, enfin un bout de tissu, parce que si vous utilisez un bureau, par exemple, vous êtes dans votre bureau, simplement mettre ça par-dessus votre clavier ou vos choses, ça peut... et aussi, ça vous permet d'emballer votre matériel. Ensuite, vous le fermez dans le tissu, peut-être un autre sac, et puis prévoir un sac pour le tire-lait. C'est-à-dire que des fois, le tire-lait lui-même est dans un sac, mais si c'est pas le cas, trouvez-vous un sac assez grand, un sac de plage dans lequel vous allez mettre le tire-lait, les contenants, la serviette, votre petite boîte à lunch, etc. en partant le matin. Donc, ça va vous permettre au moment où vous tirez votre lait d'être déjà organisé. Puis moi, je rajouterais les 2 éléments très importants. C'est peut-être la photo de votre bébé. Bon, bien sûr, maintenant, beaucoup de femmes vont avoir ça sur leur téléphone cellulaire. Mais c'est ça, une photo de votre petit amour, là, ça peut vraiment faire la différence sur la psyché. Tirer du lait en regardant un planning de travail ou tirer du lait en regardant votre bébé sourire ou même des vidéos de bébé, ça peut vraiment faire la différence. Et encore mieux si, justement, psychologiquement, vous trouvez ça pas évident de vous détendre. Un tissu, un petit pyjama que votre bébé a porté, qui sent votre bébé, ça aussi, ça vient toucher le cerveau instinctuel de la mère et permettre une meilleure circulation des hormones.
Donc, commencez par masser un peu vos seins, une petite minute. Allez-y avec les phalanges, hein, le poing, dans la glande mammaire et ensuite placez votre tire-lait. Le dernier point que j'ai à dire sur le tirage du lait, c'est que c'est pas la peine de tirer du lait trop longtemps. On sait que 10-12 minutes par sein suffisent. Et c'est vrai en double pompe. Si vous pompez du lait pendant 10 minutes, vous aurez la majorité de ce qui est disponible comme lait dans votre sein, dans vos seins, va être sorti. Donc, vous voyez que c'est pas du tout la peine d'utiliser vos 40 minutes d'heure de lunch pour pomper le plus possible. Mieux vaut le faire plusieurs fois, plus souvent, disons, donc 10-12 minutes, que le faire une seule fois 30 minutes. Donc, passez pas à côté de vous nourrir sur l'heure de votre lunch pour pomper. Mieux vaut justement que vous mangiez, que vous relaxiez, faire quelques étirements, téléphoner à la famille, voir comment va le bébé. Toutes ces choses-là peuvent vous aider à vous détendre et à tirer davantage de lait que le fait de pomper plus longtemps que 10-12 minutes par sein. Donc, si vous le faites les deux en même temps, 10-12 minutes aussi, bon, vous pouvez aller jusqu'à 15. Ça dépend des seins, ça dépend des femmes. Il y a des femmes pour qui les premières minutes sont vraiment difficiles. Je vous encourage aussi à installer votre matériel et puis vous ramener les épaules vers l'arrière parce que ça, c'est vraiment encore pire que quand on a le bébé. Quand on a un tire-lait, généralement, on est penché vers l'avant avec vraiment une tension dans les épaules et puis le dos rond au niveau des flancs, c'est complètement coincé et généralement, ça aide pas. Donc, faites votre massage et une fois que vous avez placé le tire-lait ou que vous avez commencé à faire votre mouvement d'expression manuelle, alors vraiment, je vous encourage à retourner vers l'arrière et à détendre vos épaules. Ça fait la différence vraiment dans l'expression. Ben en fait, comme dans les tétés, hein, c'est important que la mère ait une posture confortable et qu'elle respire. Hein, ça, vous le savez aussi, la respiration, c'est un enjeu. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Selon l'âge du bébé, de une fois dans votre carte de travail à 3 fois, oui, ça je l'ai dit, j'avais noté. Et puis, bien sûr, est-ce que c'est difficile de tirer du lait sur le lieu de travail? Ben, ça dépend aussi de l'accès que votre bébé a au sein à la maison. Je l'ai dit tout à l'heure, si votre bébé peut téter le soir, peut téter la nuit autant qu'il veut, alors c'est possible que ce soit pas vraiment utile de tirer du lait durant, je sais pas, vous allez peut-être vous absenter pendant 4 heures, ça se peut que vous ayez les seins un peu pleins, un peu engorgés à l'issue des 4 heures, mais si vous retrouvez votre bébé et que dès le moment où vous entrez à la garderie, vous lui donnez le sein ou que c'est vraiment pas long de rentrer chez vous puis de vous installer à l'été, alors peut-être que ce sera pas vraiment utile de tirer votre lait. C'est juste que plus les heures vont s'allonger, plus ça va enlever finalement des tétés dans le 24 heures de la journée. Et à ce moment-là, peut-être, il peut y avoir un impact sur la production. Donc, si vos heures de travail sont courtes et que vous travaillez pas 5 jours semaine, mur à mur, vous verrez, est-ce que c'est confortable de rester au travail sans exprimer du lait? Est-ce que bébé peut téter la nuit? Est-ce que ça aussi, c'est à voir avec vous selon son âge et selon ce que vous aviez établi comme routine et comment ça fonctionne dans votre maison, dans votre valeur et votre façon de faire. Alors, le troisième point, j'y vais avec ça. Plusieurs bébés refusent le biberon, même de lait maternel. Alors ça, c'est très courant. Beaucoup de bébés au service de garde, vous amenez votre lait que vous avez recueilli, parfois de peine et de misère, et puis vous l'offrez, vous le donnez aux personnes qui prennent soin de votre bébé pendant votre absence, et le bébé n'en veut pas. Il crache la bouteille, il veut rien savoir, et c'est très difficile de lui offrir, de lui donner votre lait. Qui parfois même est gaspillé. Alors, ça fait mal au cœur et il y a beaucoup de femmes, après quelques jours, parfois, qui renoncent à exprimer leur lait en se disant que de toute façon, le bébé veut pas l'absorber. Ben, sachez que ça prend du temps. Il y a des bébés, ça peut prendre 10 à 15 jours avant qu'ils acceptent de boire du lait, mais quel qu'en soit, que ce soit de la formule, du lait maternel ou autre, ils vont même des bébés assez âgés là refuser obstinément d'avaler d'autres liquides. Mais ça, c'est une manière émotive de réagir. Je veux dire, c'est affectif, c'est pas un rapport avec le lait maternel et c'est pas un rapport avec le biberon. C'est sûr que quand ils sont très jeunes,
les personnes, les éducatrices en service de garde veulent pas forcément utiliser toutes sortes d'autres gobelets et contenants parce que parfois ça prend plus de temps. C'est ça la vérité, c'est que si elles ont plusieurs enfants à s'occuper en même temps, c'est plutôt difficile de commencer à donner du lait au gobelet, etc. Mais si l'enfant est petit, ça peut valoir la peine effectivement de le faire pour pas perturber sa succion au sein. Mais dès que l'enfant mange déjà d'autres aliments, je vous dirais que c'est pas très grave. On lui offre, on continue à lui offrir. Vous pouvez emmener des biberons, changer les tétines, essayer des tétines dites ergonomiques qui ressemblent plus à la succion au sein. Il y en a pas vraiment de tétine qui est exactement aussi difficile que le sein. Ben, disons que la succion est la même là, dans la bouche pour l'enfant parce que les tétines font téter le bébé beaucoup à l'avant de la bouche, alors que le sein va vraiment aller chercher la musculature et l'ouverture de la mâchoire plus profondément, avec vraiment un contact dans le palais, alors que les tétines ne touchent pas du tout le fond du palais du bébé. Donc, vous pouvez essayer des tétines différentes, des biberons qui coulent pas trop vite, bien sûr. Et puis, si ça marche pas du tout, là, après plusieurs jours, peut-être essayer des gobelets. Voyez, moi, un de mes enfants avait fini par accepter une bouteille de sport. Vous savez que les petites pipettes qui se tirent, là, ben, c'est ça. Ma deuxième fille, elle avait bu du lait là-dedans pendant mon absence, alors qu'elle avait refusé tous les biberons, tous les gobelets. Bon, elle avait déjà 7 mois, mais vous voyez, ça faisait l'affaire. J'étais parfois absente plusieurs heures et puis elle mangeait d'autres choses, elle buvait de l'eau, puis elle prenait un petit peu de lait avec cette bouteille-là, mais pas du tout avec autre chose. Elle a jamais voulu de biberon. Mais ça peut faire l'affaire. Puis si l'enfant mange déjà d'autres choses et pendant le temps de la séparation peut donc utiliser, boire et manger autre chose, à ce moment-là, vraiment, il va être beaucoup plus bon, quand vous allez vous retrouver, il va pas vous lâcher pendant 2 heures et téter sûrement faire le plein, mais clairement, ça peut fonctionner. Donc, c'est quand même très courant des bébés qui ont 6-8 mois et plus qui refusent les biberons parce que vraiment leur bouche a développé aussi l'habitude de la succion au sein et donc de manière ergonomique ou mécanique n'est plus adaptée à la succion à l'avant. Donc les bébés qui n'ont pas l'habitude des suces et des biberons, c'est vrai que quand ils ont déjà 6-8 mois, c'est moins facile de leur faire accepter les biberons. Mais pas tous. Il y a des enfants, ils vont résister pendant 10 jours et après à un moment donné, ils vont l'accepter parce que aussi c'est pas leur mère, parce que finalement à l'usure, ils voient aussi, mais pas à l'usure, mais avec l'expérience, ils voient que c'est pas un abandon, que vous les laissez, vous revenez les chercher, que la personne qui prend soin d'eux durant la journée, ben c'est une personne bienveillante, accueillante, qui leur donne aussi l'indulgence et le temps de s'habituer. Donc, des fois, après 10 jours, on continue à proposer et hop, ils le prennent. Donc, ça peut vraiment valoir la peine d'apporter votre lait, même si dans les premières journées, des fois, on va le jeter, puis que l'enfant va avoir l'air d'être affamé et ça va vous briser le cœur. Mais c'est sûr qu'après un certain temps, ça va se mettre en place. Donc, faites confiance à votre bébé. C'est tout à fait normal aussi ce temps d'adaptation. Il y a beaucoup de mères, en fait, et d'éducatrices en service de garde qui tiennent pas le coup assez longtemps. C'est-à-dire qu'ils n'essayent pas suffisamment longtemps d'offrir au bébé l'occasion de sa transition. Et réfléchissez-y quelques minutes. Ce sont des grosses transitions. Ce sont des moments pour l'enfant où il vit énormément d'émotions différentes et de nouveautés. Et pour s'adapter à ça et faire face aux émotions qui viennent avec, hein, l'angoisse de séparation, la fusion avec sa mère, selon son âge, c'est vraiment des enjeux très importants dans son espace affectif et relationnel, dans son apprentissage. Mais ce qui ressort de ça après quelques jours, quelques semaines, c'est que il développe une confiance. Ah, ok, je retrouve ma mère. Ah, ok, il y a encore du lait au sein. Ah, on m'empêche pas d'avoir ma tétée. Donc, je peux aussi faire des nouvelles expériences dans le milieu de garde et ça n'empêche pas que je vais retrouver ma sécurité et les choses desquelles j'ai l'habitude quand je suis avec mes parents. Donc, vous voyez, hein, ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant je pense toujours à 6-8 mois parce que c'est souvent les âges auxquels on retourne travailler, mais c'est vrai que même un enfant de 4 mois fait des expériences sensorielles puis vit des insécurités, hein, selon ce qui se passe.
Donc, et puis quand les enfants sont plus vieux, ben là aussi, il y a ces enjeux-là. Et ce sont des enfants, des fois, qui résistent fort, très fort. Ils vont crier le matin, ils vont vous faire sentir coupable, ils vont lutter avec les éducatrices, mais finalement, ils vont finir par manger et puis s'habituer tranquillement et s'adapter au changement, à cette transition-là. Parfois, c'est ça, je veux le dire, c'est que ces bébés-là aussi vivent beaucoup de changements différents dans la même période. Hein? Ils commencent à manger autour de 6 mois, mais c'est plutôt vers 7, 8 mois qu'ils commencent vraiment à intégrer là, des nouveautés puis à absorber des aliments. Et ça, même au niveau moteur, hein, les bébés s'assoient, ils commencent à bouger, à se tourner, des fois à ramper ou à se mouvoir un peu sur le sol. Et ça, vraiment, ça a un impact sur le développement neurologique et l'espace affectif. Hein, ça vient jouer là-dedans. Donc, c'est sûr que si en même temps, il y a le service de garde, si en même temps, il y a des nouveautés, hein, je sais pas, des biberons, des gobelets, de la nourriture, un temps de séparation durant la journée, ben ça va impacter sa manière d'aller au sein, puis sa manière de refuser peut-être un autre contenant. Mais là, je vais dans tous les sens parce qu'il y a trop de choses à dire. Mon quatrième point maintenant, on peut plus allaiter la nuit car on est fatigué. Alors, il y a beaucoup de mères qui trouvent ça parce que retourner travailler durant la journée, avoir des exigences pour notre cerveau et des fois nos bras, se remettre à être performant hein, dans un milieu de travail, c'est pas évident. C'est sûr que ça demande beaucoup de jus mental, physique. Il faut se réadapter et il faut aussi accepter d'être séparé de son enfant. Après parfois 8 mois, 10 mois de congé parental, c'est vraiment pas évident. Et c'est une transition qui nous demande de l'énergie et de l'adaptation. Alors, c'est clair que dans les premières journées, semaines, on peut avoir le sentiment d'être très fatigué et que la solution, c'est de couper les boires de la nuit pour dormir davantage. Alors, d'emblée, je vous dis, le fait d'allaiter, vous le savez, depuis les débuts de la vie, ce sont des hormones qui sont soutenantes à ce niveau-là. C'est-à-dire que votre sommeil n'est pas comme autrement dans la vie. Vous avez un sommeil beaucoup plus profond, rapidement profond plutôt. Vous rentrez en sommeil profond immédiatement. Et puis, finalement, quelques heures de sommeil équivalent à toute une nuit de sommeil chez la mère non allaitante ou le parent non allaitant. Ce qui fait que, finalement, les hormones de l'allaitement conviennent à des éveils qui reviennent vite. Donc, une nuit entrecoupée de 2 ou 3 réveils, finalement, si on allaite, on devrait être capable de passer à travers ça. Mais c'est vrai aussi que la physiologie veut que quand une mère allaitante allaite, eh bien, éventuellement, elle ait le temps et le loisir de se reposer quand elle veut avec l'enfant, etc. Bon, dans la vie moderne, on n'est pas tout le temps dans cette physiologie, malheureusement. On voudrait bien, surtout même à 8 mois ou 10 mois, quand l'enfant est plus âgé, on a des journées où on voudrait bien se reposer, mais quand c'est le moment de retourner au travail, c'est pas évident. Mais c'est ça. Je voudrais dire quand même vous rappeler que le fait de couper les boires de nuit, ça peut vraiment affecter justement le premier point dont on parlait, donc la production aussi. Il faut savoir aussi que dans la 2e année de la vie du bébé, le lait maternel va contenir énormément d'agents anti-infectieux, toutes sortes d'agents pour lutter contre les pathogènes, les microbes, les virus. Et parce que l'enfant commence à fréquenter un service de garde, il y a une activation, si vous voulez, de cette réponse immunitaire ou immunologique, je ne sais plus trop comment on dit, par rapport à ce que le bébé ramène aussi du service de garde. Donc là, vous voyez, on a ouvert la bulle familiale, on est allé vers un autre milieu et l'enfant est en interaction avec ça. Quand vous coupez le lait de la nuit, donc c'est un accès à cette immunité le plus possible, ben c'est sûr que ça peut affecter à la fois le montant de lait maternel que le bébé a accès, donc une diminution de votre production et du volume de lait disponible pour le bébé, mais ça va aussi empêcher le bébé d'avoir accès à tout ça. Donc, c'est sûr que si vous gardez une tétée le matin, une tétée le soir, 2, 3 tétées le soir, ça peut être pas mal, mais je peux pas vous garantir que ça va durer très longtemps. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois. Puis pour quelques-unes d'entre vous, ça va durer autant que vous voudrez, mais pour la plupart, ça va induire une baisse de production. Donc, faites attention avec ça. Moi, je dirais qu'il y a un temps d'adaptation, peut-être 2, 3 semaines dans lesquelles vous allez ressentir de la fatigue. Prenez soin de faire des étirements,
de garder une activité physique, même si c'est marcher pour aller au travail, faire du vélo dans vos déplacements, ça peut suffire. Et puis, bien boire, manger frais, varié, des bonnes choses. C'est le moment là d'utiliser toutes les sources d'énergie, de vitalité qui sont bonnes pour vous. Et puis, dormez tôt. Faites du cododo, gardez vos bébés proches de vous pour éviter de vous lever, de retourner l'allaiter, de retourner l'endormir au lieu de dormir avec. Vous voyez, toutes ces choses-là aussi peuvent vous fatiguer. Donc, c'est de regarder, faire un portrait un petit peu de la situation, puis évaluer qu'est-ce qui vous fatigue le plus, puis que vous pourriez aménager pour que la transition se fasse de façon optimale. Ça se peut aussi que quand le bébé commence le service de garde, il ait le réflexe de téter beaucoup au début, peut-être les 10 premiers jours, les 2 premières semaines, le soir ou la nuit, et que ça vous fatigue. Mais après, il va se calmer. C'est en fait aussi une réaction à la séparation que vous avez vécue durant la journée. Le bébé veut être sûr que vous êtes là, que vous l'avez pas abandonné, qu'il peut vous demander finalement être proche de vous, puis vous demander à volonté son lait. Donc, c'est aussi pour se rassurer, pour être en sécurité. Alors, je vais aller au dernier point parce que je vois que l'heure avance. Mon 5e point, enfin, idée courante, c'est que le bébé peut devenir confus dans la façon de recevoir du lait de différentes façons. Si jamais il a justement des biberons au service de garde et en rentrant à la maison, le sein. Donc, vous savez que ça, c'est une peur qu'on transmet aux jeunes mères au tout début de l'allaitement, de faire attention à la confusion sein-tétine. Non, un bébé plus âgé, vraiment, on le dit là, jusqu'à 6 semaines. Bon, ça existe des bébés qui vont faire de la confusion sein et tétine même au-delà de 6 semaines, 6-8 semaines, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Puis là, quand on parle de retour au travail, bon, bien sûr, si vous êtes une maman qui retournait travailler après 1 mois et demi, 2 mois après la naissance, comme certaines amies en France, hein, vous vivez ça autrement. Mais pour vous, les Québécoises qui retournaient au travail plutôt autour de 8-10 mois, alors vraiment, il ne devrait pas y avoir de problème dans la confusion. Si le bébé refuse ou semble mâchouiller, etc., je vous dirais plutôt de faire attention à la transition dont on parlait tantôt. Hein, ça se peut qu'il y ait un temps d'adaptation, mais aussi peut-être plutôt le bébé fait des dents. Est-ce que le bébé est dans une poussée de croissance? Est-ce que faut pas négliger tous ces autres éléments qui peuvent faire en sorte que le bébé arrive au sein, s'énerve, mâchouille, mord ou des choses comme ça. Parfois, on va l'attribuer au fait que c'est parce qu'au service de garde, il prend le biberon et arrivé à la maison, il s'énerve au sein. C'est vrai que le biberon coule beaucoup plus vite que le sein. Le bébé doit faire des efforts au sein qu'il ne fait pas au biberon. Au biberon, il fait juste aspirer et finalement, le biberon se vide tout seul dans sa bouche. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout le même enjeu, le même effort pour lui. Et c'est dans ce sens que parfois, il faut un peu de patience. Mais généralement, un bébé qui, comme je disais, entre 8-10 mois, va quand même être capable de faire la différence. Donnez-lui le temps de s'adapter. Faites-lui des petits massages de gencives parce que ça se peut que à cet âge-là, ce soit les dents qui travaillent énormément dans sa bouche. Puis des fois, les dents, ça travaille et ça fait mal pendant 1 mois avant de sortir. Alors ça, c'est pas facile pour eux autres. Et des fois, ça se traduit dans leur manière d'aller au sein puis de s'énerver, de mordiller, etc. Donc, est-ce que j'ai autre chose à dire? C'est ça. Observez vos bébés. Essayez de voir ce qui fonctionne moins, puis dans quelle mesure vous pouvez... Là, je vais vous inviter à écrire vos questions si vous en avez dans le chat qui est à côté de nous du live. Je vais quand même conclure et puis je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez, bien sûr. Donc, moi, vraiment pour le retour au travail, ce que j'aime suggérer, c'est vraiment d'y aller graduellement. Essayez le plus possible de faire les choses en douceur. Si vous pouvez négocier un retour au travail graduel, avec un mi-temps, avec des demi-journées, pour le service de garde comme pour vous, pardon, ça va vraiment être plus facile d'évoluer et puis d'aller au fur et à mesure dans les habitudes que le bébé prendra au service de garde, mais aussi que vous, pour votre adaptation, votre manière de tirer du lait ou de vous organiser selon comment ça fonctionne les tétés, les nuits,
etc. Juste vous dire aussi que dans cette période très chargée, hein, en expérience, en transition, il y a des outils que vous aviez beaucoup, qu'on vous a beaucoup suggéré au tout début de la vie de bébé. C'était le pot à pot, la lune de miel, le cododo, tous les outils de proximité qui permettaient à l'enfant de stabiliser ses systèmes au début de la vie. Vous voyez de la charge émotive qui vient avec le retour au travail de maman. Pour l'enfant, c'est aussi un impact énorme sur ces changements d'habitude. Hein? Et du coup, ça peut faire la différence pour l'enfant si justement vous lui permettez de dormir près de vous, d'avoir accès au sein à la demande, peu importe, même si c'est la nuit. Et parfois, c'est vraiment juste le temps d'une transition. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, le bébé va finalement vérifier ou valider avec vous. Est-ce que vous l'aimez toujours? Est-ce que vous êtes toujours là pour lui? Est-ce que d'une manière affective, il se sent sécurisé? Et à ce moment-là, il va peut-être la première semaine où vous travaillez, téter 4 fois par nuit, mais après 2, 3, 4 semaines, justement, retourner à un éveil la nuit ou deux pour tétouiller et puis se rendormir satisfait. Donc, vous voyez, puis si vous commencez à diversifier, à donner aussi, à être en allaitement mixte, à ce moment-là, graduellement, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que le bébé dort plus quand il a un biberon le soir? Est-ce que, vous voyez, toutes ces choses-là, vous allez les mettre en place graduellement. Mais ma suggestion, c'est quand même de donner au bébé un temps où il continue d'avoir accès au lait maternel. Donc, faites comme vous pouvez. Hein. C'est sûr que je le dis toujours, on fait ce qu'on peut. C'est pas toujours facile. Ce sont des périodes très intenses pour les mères. Et on leur demande en plus d'être performantes au travail, d'être les meilleures mères au monde, mais c'est pas facile. C'est aussi affectivement toute une transition d'acceptation à faire, hein, et puis on est tiraillé. Même si la plupart d'entre nous sommes heureuses aussi de retourner au travail quand on aime ce qu'on fait, c'est le fun de pas être toujours à la maison avec un bébé, mais ça vaut la peine surtout la deuxième année de l'enfant de poursuivre un peu, de lui donner encore un peu de lait maternel parce que c'est ça, les agents d'immunité qui sont dans le lait sont vraiment inégalables. On peut pas trouver ça ailleurs. Puis c'est vrai que l'enfant va être en contact avec énormément de choses dès qu'il commence le service de garde. Donc, mais les différentes expériences qu'il va vivre vont être enrichissantes pour lui. Alors, c'est juste du bon quand même de lui donner l'occasion de socialiser. Hein, vous le savez, les mères, vous qui me suivez, si vous avez des enfants de 12 mois, 18 mois, ils aiment tellement voir d'autres enfants de leur âge jouer avec d'autres, interagir. C'est vraiment magnifique à voir. Donc, votre retour au travail leur permet à eux aussi de développer leur sociabilité puis d'avoir accès à d'autres expériences. Donc, ça vaut vraiment la peine d'accompagner l'enfant là-dedans puis d'y aller avec indulgence. Voilà. Donc, est-ce que j'ai des questions? Avez-vous des questions, vous qui êtes là? J'en vois pas vraiment. Donc, c'est ça. Je vais vous laisser encore quelques minutes si vous avez. Vous pouvez y aller hein, sur le sujet. Pas de problème. Posez les questions que vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit? Oui, aussi dans la perception de ces transitions-là, dans les moments que vous trouvez plutôt difficiles, faut pas négliger non plus de toujours penser aux autres paramètres qui vont affecter le comportement de votre bébé. Parfois, vous allez le voir dans des moments plus difficiles, peut-être faire certaines crises ou être impatient, que ce soit pendant la tétée ou justement vous pensez avoir mis en place une structure de routine pour aller au dodo ou des choses comme ça que ça fait plusieurs mois que ça fonctionne. Puis là, tout à coup, quand vous recommencez à travailler, ça fonctionne plus. Alors, il y a des paliers de régression. Et dans toutes les transitions importantes de la vie de l'enfant, vous verrez aussi à chaque moment où il fait des acquisitions motrices, on peut observer ça chez les bébés. Alors, il faut pas tout mettre le dos sur l'allaitement ou le retour au travail. Des fois, dans ces moments-là, il y a ces expériences-là que les bébés accumulent énormément de stimuli, d'insécurité, d'expériences. Et puis, pour les télécharger, hein, comme j'aime dire, pour les acquérir aussi dans son expérience, dans sa mémoire, dans son vécu, eh bien, il a besoin aussi de décharger émotivement. Donc, des fois, de pleurer beaucoup, de rester proche, dormir plus auprès de vous, des choses comme ça.
Donc, ben, c'est pour ça que je disais que le pot à pot ou le cododo, par exemple, peuvent être vraiment des bons outils pour vous aider à passer à travers les moments de changement comme ça. Donc, je l'ai parlé, hein, les dents qui font mal, des choses comme ça peut jouer. Puis évidemment, les poussées de croissance à 6 mois, à 9 mois, il y a aussi des grandes poussées de croissance. Donc, ça peut arriver tout en même temps. Ah, j'ai une question. Quand les laitages sont introduits, est-ce que les tétés diminuent? Je prévois un retour au travail vers les 11 mois. Alors, quand les laitages sont introduits, les laitages de quoi? Les laitages de toute n'importe quelle nourriture, des yogourts, des choses comme ça, ou euh, d'autres sortes de préparations commerciales pour les nourrissons. Les tétés peuvent diminuer si l'enfant est gourmand. Parfois, quand un enfant commence à manger plein de choses, on lui offre de la nourriture, il mange un peu comme nous en DME ou en purée ou tout ça. Il y a des bébés très rapidement qui ont le goût pour ces repas-là et qui absorbent une bonne quantité de nourriture. Alors parfois, on peut voir un impact sur la manière de téter de l'enfant et du coup sur une production de lait maternel qui baisse. C'est aussi parfois quand la mère a une baisse de lactation que le bébé reporte, disons, sa faim ou son goût d'être satisfait, d'être rassasié plutôt sur la nourriture. Mais ça dépend. Il y a des bébés qui sont pas du tout gourmands. Il y a des bébés, là, ils commencent à manger à 6 mois, 7 mois, mais ils vont grignoter à peine, goûter les choses, faire des expériences gustatives, mais pas vraiment se nourrir avec de la nourriture diversifiée avant l'âge des fois d'un an ou même plus. On voit même des enfants plus vieux qui se nourrissent très peu, mais qui continuent à téter énormément et à vraiment vouloir beaucoup de lait maternel. Donc, voilà. Mais si jamais vous commencez à offrir de la préparation commerciale ou d'autres sortes de lait, hein, parfois on parle autour de 12 mois, 14 mois, on peut offrir du lait de vache, tout simple, à l'enfant, mais dans tout le reste des choses qu'on lui offre, hein, non pas en remplacement du lait maternel. À ce moment-là, il y a des bébés qui y prennent goût, puis justement qui se désintéressent un petit peu du sein. Ça se peut, ça se peut. Mais qu'est-ce qui vient en premier? Le bébé mange des bonnes quantités de nourriture et donc il délaisse le lait maternel, ou c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de lait maternel de disponible que l'enfant se reporte sur les choses qu'il mange. Donc, c'est à vous d'essayer d'observer est-ce qu'il prend son poids, est-ce qu'il est de bonne humeur, est-ce qu'il mouille ses couches. Et vous voyez, toutes les questions que vous posez au début, là, vous pouvez aussi observer votre bébé puis voir dans quelle disposition il est, comment il grandit, comment vous pouvez voir son... Voilà, donc c'est un peu ça, je crois. Sinon, quand vous voulez imposer une diminution, ça c'est aussi une autre question, c'est que certaines mères veulent, ben pas sevrer, mais tranquillement justement enlever des tétés. Selon l'âge de l'enfant, quand l'enfant est plus vieux, puis que vous le savez que vous allez commencer directement avec un travail à temps plein, 8 heures par jour, 4-5 jours semaine. À ce moment-là, dans les semaines qui précèdent ce retour au travail, vous pouvez peut-être essayer justement de demander à quelqu'un d'autre de lui offrir du lait autrement. C'est sûr que moi, je vous encourage à exprimer votre lait puis lui fournir votre lait maternel, mais si ça reste pas possible puis que vous commencez les formules, à ce moment-là, oui, probablement que ça va impacter votre production. Mais encore une fois, le plus longtemps possible que vous lui offrirez, même partiellement du lait maternel, et le plus que votre bébé aura d'anticorps et de capacité à faire face à son environnement, à son nouvel environnement microbien et tout. Donc voilà, c'est sûr que quand le bébé boit autre chose, s'il préfère les biberons parce que ça coule tout seul puis que c'est de la préparation commerciale, c'est sûr qu'il va y avoir un impact sur votre production à vous. Ça, c'est l'offre et la demande. Je vous envoie sur mes capsules vidéo. Écoutez ça, là. L'offre et la demande, c'est vraiment la base de fonctionnement de l'allaitement. Alors, comme j'ai pas d'autres questions, je vais mettre fin à ce direct. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir été là ce matin. Ça me fait très, très plaisir d'avoir des moments comme ça avec la communauté qui me suit. Je vous encourage et vous invite à aller visiter mon site Internet, ma chaîne YouTube sur laquelle il y a plein d'informations
parfois des petits survols de sujets en allaitement, mais qui peuvent répondre à vos questions. Le blog aussi, où il y a beaucoup de matériel. Et puis, je suis là pour du soutien direct. En ce moment, on fait ça par visio en Skype, mais ça peut déjà donner un bon coup de main. Donc, si vous avez besoin, même dans le cadre du retour au travail, d'une petite consultation, puis d'un moment avec moi pour parler de votre situation personnalisée, ça va me faire plaisir de vous soutenir dans vos allaitements, dans vos transitions et pourquoi pas même le sevrage. Je suis là. Et quoi d'autre? Ben, restez à l'affût. Je suis en train de travailler sur un programme de formation en allaitement maternel, bon, qui est destiné plutôt aux futurs parents, mais pour des jeunes parents aussi, ça peut faire l'affaire. Alors, vous qui êtes en direct, je sais que probablement vous avez déjà des bébés dans les bras, mais ça veut dire que vous allez aussi devenir mes rabatteuses, celles qui vont pouvoir suggérer mes contenus à d'autres et puis les cours à des mamans enceintes si jamais vous en avez autour de vous. Donc, je vous remercie pour votre fidélité, votre intérêt et je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. À bientôt tout le monde. Bye!